je vais voir ce que ça va donner. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment on va se conduire devant une hépatomégalie. Donc la question, le plan de la question, donc on va commencer d'abord par une introduction où on va définir ce que c'est qu'une hépatomégalie et bien sûr quel est l'intérêt de faire cette question aux étudiants. C'est très très important et vous allez voir. Dans un second temps, on va bien sûr poser le diagnostic, c'est-à-dire de reconnaître cette hépatomégalie. Et dans un autre temps, c'est d'éliminer tout ce qui n'est pas une hépatomégalie, ce qui revient à dire bien sûr, donc au diagnostic différentiel. Et on arrivera après donc à l'étape la plus importante où il faut faire donc un diagnostic qui doit obéir à certaines règles et surtout un certain plan qui doit être identifié. Il va commencer par une enquête étiologique qui va comporter un interrogatoire, un examen clinique et les examens paracliniques. Et ensuite, essayer de faire le résumé de tout ça et essayer de coller donc une étiologie à cette hépatomégalie, d'où découlera bien sûr un traitement et on finira par la conclusion. Donc voilà un petit peu le plan de la question. On revient à la définition. Donc comme tout le monde le sait, l'hépatomégalie, elle se définit donc par une hypertrophie de la glande hépatique. Ça veut dire que le foie va augmenter de volume. Ce qui est aussi important dans la définition, il faut dire qu'elle soit globale ou localisée. Et à ce moment-là, quand on va mesurer la flèche hépatique, elle doit être supérieure à 12 cm, d'où la moyenne d'un point normal qui est de 9 à 12 cm, bien sûr, sur la ligne médio-claviculaire. Ce n'est pas un rappel anatomique que je vais vous faire, mais c'est juste un petit schéma pour vous situer un petit peu où est le foie, bien sûr. Donc, comme vous avez fait ça dans les cours d'anatomie, il est donc de topographie, topographie abdominale, et bien sûr, les rapports qui sont au-dessus. Vous avez la coupole diaphragmatique et le foie droit, et bien sûr avec les viscères, surtout l'estomac, le colique droit, le côlon transverse, et derrière, bien sûr, la cavité des hypéplans. Son aspect, comme vous le connaissez, est un aspect lisse et de couleur rouge foncé, et surtout de consistance élastique quand vous touchez un foie normal. Donc, comment on mesure la flèche hépatique? Donc, vous devez limiter avec la percussion sur la ligne médio-claviculaire le bord supérieur, si vous voulez, du foie. Bien sûr, en percutant toujours le même doigt pour garder la même tonalité et avec la main droite. Donc, vous palpez le bord inférieur et vous mesurez la flèche hépatique. Si elle est au-dessus, donc de 12 cm, on parlera d'hépatomégalie. Alors, quel est l'intérêt de la question, de faire cette question donc, aux étudiants? Il y a trois grands intérêts. D'abord, sa fréquence. Il faut se mettre dans la tête que pendant votre vie, surtout quand vous serez à l'internat, c'est à coup sûr que vous allez être confronté donc, à une hépatomégalie. Donc, c'est un symptôme d'appel fréquent en pratique courante. Et dans tous les cas, il peut traduire une atteinte hépatique ou une atteinte extra-hépatique. Et vous allez voir tout à l'heure. Et aussi sur le plan de diagnostic positif. Il y a des cas qui sont très faciles. On peut parfois même à l'œil nu faire un diagnostic d'atteinte hépatique, surtout lorsqu'il y a une grosse boussure qu'on voit à l'examen, à l'inspection de l'abdomen. Mais parfois, il y a des cas où c'est vraiment difficile, en fonction donc de l'état morphologique du patient. Et à ce moment-là, on peut s'aider par un examen qui est très courant, qui n'est pas invasif et qui ne coûte pas grand-chose, qui est l'échographie. Et aussi, sur le plan du diagnostic étiologique, et à ce moment-là, c'est toute la difficulté devant une hépatomégalie, c'est de lui rattacher donc une étiologie, et cela doit nécessiter une enquête très minutieuse. Donc on arrive un petit peu au diagnostic donc, positif, comment on doit reconnaître l'hépatomégalie. Il y a des cas faciles. Je dis tout à l'heure qu'il y a des cas faciles, comme par exemple quand il y a une boussure visible sous le vent costal. Soit à la palpation, on palpe
une masse de l'hypochondre droit. Alors, dès qu'on palpe une masse au niveau de l'hypochondre droit ou lobe costal, il y a certains caractères qu'il faut spécifier pour essayer de la rattacher au foie. D'abord, il faut qu'elle soit mobile avec les mouvements respiratoires et donner les caractères palpatoires de cette masse. D'abord, apprécier sa surface, très très important, lorsqu'elle est régulière ou si elle est irrégulière. Apprécier aussi le bord inférieur du foie. Est-ce qu'il est tranchant? Par exemple, quand il est tranchant, ça signe carrément la cirrhose. Est-ce qu'il est épais? Est-ce qu'il est mince? Est-ce qu'il est régulier? Ou s'il est irrégulier? Et bien sûr, apprécier sa consistance. Quand elle est dure, ce qu'on appelle la dureté pierreuse, à ce moment-là, vous avez fait votre diagnostic, mais elle peut être molle, ferme, et aussi, est-ce qu'elle est douloureuse ou elle n'est pas douloureuse? Souvent, toute hépatomégalie, lorsqu'elle est douloureuse, vous cherchez donc le signe de l'ébranlement qui se voit surtout au cours des abcès hépatiques. Et on peut s'aider aussi de l'auscultation, surtout dans les vasculaires. On peut donc ausculter un souffle si on a l'oreille très entraînée, bien sûr. Voilà un petit peu une image où le diagnostic se fait à l'œil. Vous voyez la voussure sous l'organe costal, tout ce bombement, et là, c'est l'augmentation donc du volume du foie. Mais bien sûr, ce n'est pas tous les jours qu'on a des cas faciles. Parfois, il y a des cas difficiles. En général, il y en a trois. Soit cette hépatomégalie, elle est associée, soit une sensibilité à la palpation. À ce moment-là, vous ne pouvez pas apprécier, donc vous touchez le malade, il a très mal. Soit il y a une acide. Alors, si l'acide est de grande abondance, à ce moment-là, vous ne pouvez rien palper. Mais par contre, si l'acide est de moyenne abondance, vous pouvez rechercher la palpation du foie par ce qu'on appelle le signe du glaçon. Par exemple, la casserole, lorsqu'elle est remplie d'eau et du glaçon, vous touchez, il descend au fond, puis il remonte, et à ce moment-là, vous pouvez donc l'apprécier au niveau de votre main. Et aussi, les cas, elles peuvent être rendues difficiles par un panicule adipeux important chez les sujets obèses. Lorsqu'il y a une grossesse, bien sûr, ou cette hépatomégalie est associée à une autre tumeur abdominale, et à ce moment-là, les caractères palpatoires vont être très très difficiles à apprécier. En deuxième donc, difficulté qu'on peut retrouver, lorsque bien sûr l'hépatomégalie est à développement thoracique, et à ce moment-là, vous pouvez même ne pas palper le bord inférieur. Donc, vous avez par exemple une tumeur du dôme, donc il va envahir vers le diaphragme et le poumon droit. Et aussi, lorsque l'hépatomégalie, elle est développée au dépend du lobe gauche. Donc, une fois qu'on a reconnu l'hépatomégalie, donc c'est sûr qu'on est devant une hépatomégalie, soit cliniquement par les caractères de l'examen clinique, soit par l'échographie, il faut éliminer tout ce qui n'est pas une hépatomégalie, ce qu'on appelle le diagnostic différentiel. Il y en a trois. Donc un foie qui est ptosé. Donc tout ce qui est ptose, ça veut dire que c'est quelque chose qui se relâche. À ce moment-là, vous pouvez palper le bord inférieur, mais quand vous mesurez la flèche hépatique, elle est normale. Donc il y a quelque chose qui fait abaisser donc le foie. Et ce qu'on appelle le foie luxé. C'est quand le foie il est refoulé vers le bas, soit par un processus thoracique, pathologique, comme par exemple un épanchement pleural liquidien, une fois qu'il se remplit, donc on peut faire bouger le foie. Et ce qu'on appelle les lobes de Riedel. Alors le lobe de Riedel, ce sont des languettes qui occupent le flanc droit en contact avec le foie, qui donnent des hypertrophies des secteurs antérieurs du foie droit et qui peuvent descendre jusqu'à la fossilière droite, mais ce n'est pas une hépatomégalie. Donc voilà un petit peu les diagnostics
diagnostic différentiel, surtout à la palpation qu'on peut retrouver, c'est le foie aptosé, le foie luxé et le lobe de l'idée. Parfois, le diagnostic différentiel, même le diagnostic différentiel, il peut être difficile, surtout devant une hépatomégalie localisée. Surtout lorsqu'on palpe une grosse vésicule. Comment on fait la différence? Surtout, elle peut être mobile avec les mouvements respiratoires, mais c'est surtout le sillon qui est rond, comme ça, avec une convexité sous le bronchostal. À ce moment-là, on peut s'aider par l'échographie pour faire le diagnostic différentiel, donc entre une grosse vésicule et une hépatomégalie. C'est un gros rein droit qui peut donc être perçu comme une hépatomégalie. À ce moment-là, on peut s'aider de la clinique. À l'examen, on peut rechercher s'il y a un contact lombaire, il peut y avoir des signes urinaires associés, mais en cas de doute, on peut faire soit une échographie, soit carrément une TDM, et qui peut même aider à faire le diagnostic différentiel. Les tumeurs surrénaliennes aussi, elles peuvent donc prêter à confusion, mais généralement, la clinique est très évocatrice et on peut s'aider également, dans ce cas-là, d'une TDM. Autre chose donc, qui peut entraîner des difficultés pour faire le diagnostic donc, différentiel, c'est une tumeur de l'angle droit. Toute tumeur de l'angle droit, surtout lorsqu'il y a un gros envahissement leucorégional, elle peut prêter donc à confusion, surtout sur les caractères palpatoires. Donc vous allez palper quelque chose sous le bronchostal, et à ce moment-là, bien sûr, il y a des signes cliniques, généralement un syndrome subocclusif qui peut être associé, peut-être d'autres symptômes comme des troubles du transit. Et à ce moment-là, on peut s'aider de la coloscopie ou carrément un coloscan si la coloscopie n'est pas disponible rapidement. Et aussi les grosses tumeurs gastriques, du fait donc de ce contact, donc de rapport avec le foie, l'estomac, lorsqu'il y a une grosse tumeur qui est importante et qui envahit, elle peut aussi prêter à confusion avec une hépatomégalie. Et à ce moment-là, même les examens radiologiques peuvent redresser le diagnostic, mais pour faire le diagnostic, une fibroscopie, donc va montrer l'atteinte gastrique. Il y a aussi les kystes et les pseudokystes du pancréas. Surtout dans les antécédents, si un malade avait fait une pancréatite donc, aiguë, dans l'évolution, elles peuvent se compliquer donc le kyste. Et aussi d'autres kystes, d'autres étiologies. À ce moment-là, c'est la TDM qui peut faire, qui peut redresser le diagnostic. Et toute tumeur pariétale à ce niveau, si vous la palpez, alors les tumeurs pariétales, c'est très facile au lit du malade, vous pouvez faire la différence. Donc vous faites, une fois le malade couché, vous faites redresser le malade. Généralement, si c'est une tumeur pariétale, elle ne disparaît pas, donc elle reste toujours là et que vous allez la palper. Donc voilà en général les différents diagnostics différentiels qu'on peut rencontrer. Donc devant une hépatomégalie, mais il faut se mettre dans la tête qu'il y a un examen qui est facile à faire et qui n'est pas donc invasif et qu'on peut faire à tout moment, c'est l'échographie abdominale pour faire donc le diagnostic différentiel d'une hépatomégalie. Et il y a aussi devant une hépatomégalie localisée à développement thoracique, dans les pleurésies diaphragmatiques droites et les masses de la base droite. On peut s'aider du téléthorax ou carrément de la TDM. Et devant une pleurésie, on peut faire le diagnostic aussi en faisant la ponction. Donc voilà un petit peu en résumé. Donc devant toute hépatomégalie, faire le diagnostic positif, donc par l'examen clinique ou autre, éliminer ce qui n'est pas un diagnostic, n'est pas une hépatomégalie. Maintenant, vous avez éliminé tout ce qui n'est pas une hépatomégalie, et là, vous êtes devant une hépatomégalie, et là, il va falloir lui rattacher une étiologie. Donc, faire le diagnostic étiologique, et c'est l'étape la plus importante de tout médecin, donc d'essayer de trouver la cause. Alors, bien sûr, l'enquête étiologique,
est très importante et elle doit être minutieuse, elle doit comporter un interrogatoire, un examen clinique et bien sûr les examens paracliniques. Alors certains caractères sont très importants à préciser à l'interrogatoire. Bien sûr l'âge, il y a certaines pathologies qui sont spécifiques chez les sujets jeunes. Par contre, on ne les voit pas chez les sujets âgés. La profession. Par exemple, la profession médicale qui sont exposées donc au virus et qui peuvent donc entraîner une infection par les virus B et C, très important. L'origine géographique, pourquoi certaines, par exemple, néoplasies, sont plus fréquentes dans certains pays d'Afrique. J'ai dit tout à l'heure les virus, bien sûr, rechercher donc le contact viral, rechercher une notion de tuberculose et bien sûr préciser les antécédents. Ils sont très très importants parfois les antécédents. Eux peuvent vous orienter le diagnostic, donc vous parlez une hépatomégalie à bord inférieur, mousse, ferme, chez un malade qui suffit pour une cardiopathie. Donc probablement il est en insuffisance cardiaque droite, une cardio associée qui va entraîner donc un foie cardiaque. Le diabète avec la stéatose peut donc on est un foie de stéatose et même il peut évoluer vers la cirrhose. Rechercher si le malade avait fait une hémorragie digestive. Pourquoi? Rechercher une hypertension portale, une rupture de varices œsophagienne dans ses antécédents s'il existe. Rechercher une notion donc de maladie congénitale connue, par exemple les métaboliques, maladie de Wilson, l'hémochromatose. Et rechercher la notion de chirurgie hépatique, surtout s'il a été opéré d'un kyste hydatique ou autre pathologie ou néoplasie du foie, qui peut donc entraîner une récidive. Bien sûr, rechercher toute prise médicamenteuse hépatotoxique. Il y a certains qui peuvent évoluer donc vers la chronicité et entraîner une hépatite chronique. Bien sûr, de préciser les circonstances de découverte. Très très important. Devant l'apparition d'une hépatomégalie douloureuse et fébrile, chez par exemple le sujet diabétique, bien sûr, il faut penser à l'abcès hépatique et on peut faire le diagnostic rapidement par l'échographie. Rechercher aussi les signes associés qui peuvent aider à faire le diagnostic, comme par exemple le diabète, j'ai dit tout à l'heure, le dyslipidémie, dans le cadre donc d'un syndrome métabolique, syndrome infectieux, des douleurs hépatiques ou des douleurs biliaires. Donc voilà en gros à l'interrogatoire quels sont les signes qu'il va falloir préciser. Donc une fois qu'on a terminé notre interrogatoire, qu'on a bien interrogé et bien tiré les conclusions de cet interrogatoire, bien sûr, passer à l'examen clinique qui est une étape très très importante et il doit être minutieux et bien sûr l'examen digestif est le plus important, mais il doit passer en revue les différents appareils. D'abord, apprécier l'état général. Est-ce que le malade est obèse, calculer le BMI, rechercher des signes cutanés, non-jambes stellaires, hypocratisme digital, nictère, cutané, d'autres lésions qui peuvent orienter vers des étiologies bien précises. Et à ce moment-là, on va préciser les caractéristiques du foie. D'abord, le bord, comment il est qu'il est trop chaud, est-ce qu'il est régulier, qu'il peut orienter vers une cirrhose, est-ce qu'il est mousse? À ce moment-là, c'est dans le cadre des surcharges et des atteintes biliaires qu'il va falloir rechercher. Est-ce qu'il est douloureux? À ce moment-là, ce sont les causes infectieuses et les cardiaques qui doivent être recherchés en premier. Et bien sûr, ne jamais oublier les signes cliniques des pathopathies chroniques. Toujours doivent être recherchés. Les signes d'hypertension portale, phénocyte associée, une splénomégalie, circulation veineuse collatérale, les signes d'insuffisance hépatocellulaire, l'érythrose palmaire, les angiomes stellaires, rechercher un ictère, et l'acide bien sûr. Et
toujours, devant une hépatomégalie comme elle peut être due à d'autres manifestations extra-hépatiques, donc rechercher les signes extra-hépatiques, hématologique, chercher un syndrome hémorragique associé, une pâleur cutanée muqueuse, dans les atteintes métaboliques, comme la maladie de Wilson, rechercher l'anneau de Kaiser-Fleischer, bien qu'il n'ait pas pathognomonique parce qu'il peut se voir dans les autres hépatopathies cliniques, et une mélanodermie, donc qui peut remonter vers l'autre atteinte métabolique qui est l'hémochromatose. Donc une fois qu'on a bien interrogé, qu'on a bien examiné notre cas, à ce moment-là, en fonction de notre interrogatoire et de notre examen clinique qui peut orienter vers une étiologie précise, les examens complémentaires vont être demandés. Bien sûr, il y a des examens complémentaires qui sont de première intention, et ceux-là, ils sont systématiques devant toute hépatomégalie, et les autres en fonction de ce que les examens morphologiques nous montrent. Alors, bien sûr, systématiquement, il faut faire un bilan hépatique. Vous avez vu tout à l'heure avec le docteur Kerbouche toute la panoplie des examens à demander, une formule. On cherchait une hyperleucocytose dans le cadre d'une atteinte infectieuse, un hypersplénisme dans le cadre d'une hypertension portale, peut-être une hémopathie avec une infiltration qui peut entraîner donc une hépatomégalie, et rechercher les marqueurs de l'hépatite virale. Ça veut dire une sérologie virale B complète, une sérologie virale C, et aussi demander la sérologie virale A dans le cas d'une atteinte virale aiguë, d'une symptomatologie aiguë, et elle peut s'accompagner au début d'une hépatomégalie et même douloureuse. Et bien sûr, systématiquement, l'échographie hépatique qui est l'examen clé qui va orienter après les autres examens complémentaires. Donc, en première intention, voilà ce qu'il faut demander. Donc, le bilan hépatique, la formule, les marqueurs de l'hépatite virale et l'échographie. Et à ce moment-là, une fois l'échographie, vous avez le résultat. En fonction de l'aspect échographique, vous allez demander les autres examens complémentaires qui vont donc aller vers la certitude diagnostique lorsque c'est possible. Comme par exemple, sur le plan biologique, si l'échographie a montré une tumeur, demander les marqueurs tumoraux. Si elle était plus vers des atteintes métaboliques, demander donc le cuivre, le fer, un bilan auto-humain, surtout s'il y a une masse kystique, donc une sérologie d'attiquée amibienne et même la schistose ovaire. Donc sur le plan biologique, voilà en gros les marqueurs qu'il va falloir demander. Et bien sûr, sur le plan morphologique, en fonction de ce qu'on va trouver, on va demander les examens complémentaires. Il y en a beaucoup, on ne va pas les demander toutes systématiquement, donc devant toute masse, bien sûr, faire une IDM. Maintenant, si on est devant quelque chose qui peut être plus spécifique, la lecture du l'IRM est plus spécifique que la TDM, c'est l'IRM qu'il va falloir demander. Maintenant, si on soupçonne que c'est une atteinte biliaire, donc c'est la bili-IRM. Maintenant, si c'est quelque chose en association peut-être avec les atteintes pancréatiques, c'est demander une écho-endoscopie, demander le Doppler aussi, et une endoscopie devant toute hépatopathie chronique, donc à recherche, donc de varices œsophagiennes, qui c'est une hypertension portale, et en fonction, bien sûr, de certaines étiologies, la PDS, elle peut être utile. Donc voilà un petit peu, en gros, les examens complémentaires qu'il va falloir demander. Et à ce moment-là, une fois qu'on a terminé donc, notre interrogatoire examen et les examens complémentaires, soit on est rattaché directement à une étiologie, soit à ce moment-là, il va falloir céder d'autres examens, comme par exemple l'histologie, qui va nous aider. Là, on arrive un petit peu, on va détailler un petit peu les différentes étiologies qu'on rencontre devant une hépatomégalie. Et bien sûr, l'échographie, pourquoi c'est un examen très important? Parce que déjà, il va vous dire est-ce qu'il est homogène, est-ce que l'hépatomégalie est hétérogène. Et à ce moment-là, les étiologies, elles sont carrément différentes. Alors, devant une hépatomégalie homogène,
surtout lorsqu'elle est associée à d'autres symptômes. Il y a des étiologies bien spécifiques. Donc, vous avez une hépatomégalie homogène et qui est associée à un syndrome œdémato-acétique. Les causes les plus importantes, elles sont connues, c'est surtout la cirrhose, surtout au début, le foie cardiaque et le syndrome de Budd-Chiari. Pourquoi? C'est une fourchette. Et ça donne donc cette hépatomégalie homogène. Alors, cette hépatomégalie homogène, lorsqu'elle est associée à un ictère, les étiologies qu'il va falloir discuter et rechercher sont toutes les hépatites infectieuses, médicamenteuses, toxiques, auto-immunes ou autres. Maintenant, c'est à l'échographie, elle est homogène et on a un ictère associé et qu'on a une cholestase, donc l'échographie va nous orienter. Est-ce que c'est une cholestase extra-hépatique? Non, là, ça n'a rien à voir, c'est plus une compression. Soit elle est intra-hépatique, à ce moment-là, l'anomalie, elle est biliaire. Lorsque l'hépatomégalie homogène, elle est associée à une fièvre, on cherche toutes les atteintes infectieuses hépatiques ou les hémopathies. Toutes les hémopathies. Alors, quand elle est homogène et associée à un syndrome endocrinien, les étiologies qu'il faut rechercher, c'est surtout la stéatose, elle est liée à l'obésité, et l'hémochromatose. Et l'hémochromatose, vous voyez cette succession donc, de diabète, mélanodermie, une hépatomégalie. Par contre, lorsqu'elles sont associées à un syndrome neurologique, c'est bien sûr l'étiologie qui va venir directement à l'esprit. C'est la maladie de Wilson, et à ce moment-là, il va falloir rechercher tous les autres signes associés, surtout neurologiques, comme le syndrome extra-pyramidal, et rechercher aussi cet anneau de Kaiser-Fleischer par dépôt de cuivre, et bien sûr rechercher aussi les dépôts au niveau des autres organes. Maintenant, on a vu l'hépatomégalie lorsqu'elle était associée à un autre signe. Là, quelles sont les étiologies qu'on doit rechercher? Parce qu'on n'a rien trouvé. Juste une hépatomégalie qu'on a palpée et qu'à l'échographie, elle est homogène et qu'elle est isolée. On n'a rien retrouvé autre chose associée donc, à cette hépatomégalie. Ben, les étiologies qu'il va falloir rechercher, surtout le foie vasculaire. Et à ce moment-là, généralement, il y a des symptômes associés et qui peuvent vous orienter. Bon, voilà, les examens paracliniques vont faire le diagnostic. Le foie de surcharge, tout ce qui est surcharge, que ce soit stéatose, sphingolipidose, maladie de Gaucher, les glycosinoses et les autres qui sont plus fréquentes que les autres, comme la maladie de Wilson et l'hémochromatose. La cirrhose compensée, surtout au début, lorsqu'il n'y a pas des signes de décompensation, on l'a peut-être isolée. Bon, toujours, c'est une des étiologies les plus fréquentes. L'hépatite alcoolique et aussi les infiltrations néoplasiques lorsque elles ne sont pas associées à des masses, lorsqu'il y a une amylose, lorsqu'il y a une granulomatose associée, donc elle peut être responsable d'une hépatomégalie homogène isolée. Voilà, c'est juste pour vous illustrer. C'est une image donc d'un scanner d'une hépatomégalie homogène. Vous voyez que la densité, elle est la même, il n'y a pas de masse en son temps, il n'y a pas de différence donc, de densité. Une fois qu'on a terminé donc, avec les hépatomégalie hétérogènes, et bien sûr, les hépatomégalie hétérogènes. Donc l'échographie, vous voyez qu'elle est très très importante. Quand elle vous dit c'est homogène, il y a toute une panoplie d'étiologies à rechercher. Et quand elle est hétérogène, c'est d'autres étiologies. Alors quand elle est hétérogène, bien sûr, très important, elle va vous dire si elle est kystique ou si elle n'est pas kystique, ça veut dire pleine. Lorsqu'elle est kystique, certaines étiologies sont à évoquer devant toute hépatomégalie hétérogène, surtout si c'est un syndrome
infectieux associé, c'est bien sûr l'abcès appéogène. Et généralement, l'échographie ou la TPM font le diagnostic. Il y a le kystidatique du foie. Et on peut s'aider donc des antécédents et de la sérologie. L'amibiase, la néoplasie, qu'elle soit primitive ou secondaire, l'échinococose, c'est différent. Donc, le kystidatique là, c'est une atteinte systémique. Les kystes biliaires et les cystadénomes biliaires. Donc, ce sont des atteintes, qu'elles soient du parenchyme ou de la structure biliaire, qui vont entraîner des lésions kystiques. Alors, dans les néoplasies secondaires qui donnent donc des images kystiques, des métastases kystiques, ce sont les métastases de tumeurs endocriniennes. Et maintenant, si l'échographie nous dit qu'elle est pleine, là, il va falloir discuter, est-ce qu'il s'agit d'une atteinte bénigne ou d'une atteinte maligne. Donc, non, les atteintes malignes, tous les cancers, qu'ils soient primitifs ou secondaires, sachez que le carcinome hépatofibrillare, il se développe surtout donc sur une fois de cirrhose dans 90% des cas. Et dans les atteintes bénignes, il faut discuter les nodules de régénération, qui se voient donc dans les cirrhoses lorsque elle est macro-nodulaire, l'hyperplasie nodulaire focale, l'angiome et les adénomes. Donc voilà un petit peu, et je sais que toutes ces étiologies, vous allez les faire dans des cours, donc vous allez les faire avec un détail. Là, c'est juste une conduite à soutenir en fonction des examens, comment on est orienté vers telle ou telle étiologie et quels sont les examens à faire pour faire le diagnostic de certitude. Voilà un petit peu par rapport à tout à l'heure où l'hépatomégalie était homogène. Voilà sur cette image de scanner, quand vous avez une atteinte hétérogène, vous voyez c'est différentes lésions qui sont plus denses par rapport à notre tissu hépatique qui sont un petit peu disséminées. Voilà un petit peu une atteinte kystique, volumineux kyste. Voilà par exemple un kyste biliaire. Donc vous voyez que l'atteinte, elle est hétérogène par rapport à l'image qu'on a vue tout à l'heure où elle est homogène. Donc voilà, on arrive un petit peu, si vous voulez, à la fin de l'exposé. Donc devant toute hépatomégalie, il y a un petit algorithme pratique qui va vous aider donc à faire votre diagnostic le plus rapidement possible. Devant toute hépatomégalie, quelle que soit la symptomatologie avec laquelle le malade arrive, que ce soit aux urgences ou à la consultation, c'est l'échographie qui est l'étape la plus importante. Elle est incontournable, bien sûr, après un interrogatoire, un examen clinique. À ce moment-là, il vous dit soit elle est homogène, soit elle est hétérogène. Si elle est homogène, en fonction du contexte clinique, donc le maladie cardiaque, insuffisance cardiaque, maladie suivie pour une atteinte hématologique ou un syndrome infectieux, c'est sûr que le diagnostic est fait rapidement. Maintenant, si elle est apparemment isolée, plus important, c'est de rechercher est-ce qu'il y a une hypertension portale. À ce moment-là, l'échographie, elle doit être couplée au Doppler et qui va vous montrer, devant une hypertension portale, qui va vous situer le bloc. Est-ce qu'il y a une atteinte sushépatique? Atteinte sushépatique, peut-être même un peu plus haut. Et vers les veines sushépatiques, on parlera donc de syndrome de Buchiari. Elle peut montrer donc de lésions intra-hépatiques ou des lésions sous-hépatiques. Maintenant, si on ne trouve pas devant une hépatomégalie homogène isolée, sans signe d'hypertension portale, donc il n'y a pas d'hypertension portale, bien sûr, on sera orienté selon les signes associés. Et à ce moment-là, c'est le bilan hépatique, par exemple, il y a une sujet diabète récent, dyslipidémie, donc probablement une stéatose hépatique. Voilà comment on peut être donc, orienté par les signes associés. Maintenant, si l'échographie vous dit qu'elle est hétérogène, bien sûr, est-ce qu'elle est pleine, est-ce qu'elle est kystique? Et à ce moment-là, en fonction de ces atteintes, si elle est kystique, il faut faire la TDM, et généralement elle fait le diagnostic, soit dans le kyste hépatique ou dans les autres.
Maintenant, devant une atteinte pleine, bien sûr, soit la TBM, soit l'IRM, bien sûr, si on suspecte une tumeur, marqueur tumoraux, et probablement, on est amené à faire donc une biopsie pour faire le diagnostic. Mais sinon, devant, lorsqu'elle a plus de caractère d'une atteinte bénigne, comme par exemple les non-chance, à ce moment-là, c'est pas la peine de faire la PDS, c'est plus la surveille. Donc voilà, en gros, un petit peu le résumé donc, de la conduite à tenir devant une hépatomégalie. Donc j'arrive à la conclusion. Symptômes très fréquents en consultation de médecine. Le diagnostic positif ne pose plus autant de problèmes en raison des moyens d'exploration, notamment tracéologique, photographie et TDM. Cependant, tout l'intérêt de la question est réalisant l'étiologie, donc le diagnostic étiologique devant la diversité, comme vous l'avez vu, des pathologies qui peuvent affecter le foie. Néanmoins, on a ajouté la cirrhose pédiatrique et les tumeurs malignes sont les causes les plus fréquentes. Donc voilà, Karim. Merci Hassan pour la présentation, je t'ai suivi finalement. Merci beaucoup. Alors on te demande quelle est la différence entre une hépatomégalie homogène et hétérogène. J'ai dit tout à l'heure, j'ai même montré des images de scanner. On t'entend pas. Et voilà, le même problème. Ah, tu m'entends pas? Imen au secours. Karim, tu m'entends? Faktimani, Karim. On t'entend pas, Mario. Comment? On t'entend. Hassan, on t'entend pas. Il y a que lui qui... Rien touché, hein? Vous entendez lui, le conférencier. Ah, tu m'entends maintenant? Il n'y a que moi. Non, c'est bon. Tu m'entends, Karim? Si, je t'entends. Ah, très bien. Donc, l'hépatomégalie homogène, lorsque l'atteinte, elle est diffuse. C'est-à-dire, il n'y a pas d'atteinte localisée à un endroit et qui donne une différence donc, de densité. L'atteinte, elle est homogène, comme par exemple dans la stéatose, elle est diffuse. Et à ce moment-là, il n'y a pas de différence, que ce soit d'écogénicité à l'échographie. De consistance. Allô? Oui. Tu m'entends? Oui, très bien. Ah, très bien. Et dans les atteintes hétérogènes, vous avez par exemple des métastases, et à ce moment-là, à l'échographie, elle va montrer une lésion qui est hétérogène. D'accord. Voilà. Alors là, il pose des questions sur les abréviations B.TSE, PBF, BAI, CEROL. Pardon, je n'ai pas très bien entendu. Aoud. Les abréviations que tu as utilisées. D'accord. B.TSE. Alors, BAI, bilan auto-humain. Non, B.TSE. B. TSE. C'est moi qui t'entends. BAI. Bilan auto-humain. PBF. PBF. Fonction biopsie du foie. Biopsie du foie. Du foie, d'accord. J'ai pas bien compris une hépatomégalie isolée, homogène isolée. Hépatomégalie homogène isolée. Ça veut dire qu'elle est isolée. Il n'y a pas d'autres signes ou d'autres symptômes associés. Elle est isolée. Alors là, moi, je te pose la question. Pratique. Question difficile, attention. Hein. Je reçois un malade qu'on m'adresse pour hépatomégalie hétérogène. Donc la consistance, elle est bosselée. Il n'y a pas de signe d'appel et je fais une exploration. On me dit que c'est des métastases hépatiques isolées. J'ai beau poser les questions à l'interrogatoire. Est-ce qu'il y a des signes d'appel pour essayer de rechercher la tumeur primitive et je n'ai rien. Alors, le point de départ, est-ce que j'explore
le tube digestif ou je fais la ponction biopsie hépatique pour voir le tissu? Qu'est-ce que je fais en pratique? Bon, j'ai pas tout entendu, mais je vais quand même répondre. Donc, l'hépatomégalie, elle est isolée et elle est hétérogène. Ça Maintenant, évoque métastase sur les explorations. ça veut dire Échographie, qu'il y il y a a des lésions secondaires. des lésions secondaires. Il n'y a pas aucun signe d'appel de primitif. Très bien. Dans 20% des cas, on ne trouve pas le néoprémitif. Mais ce qui est important, c'est de rechercher devant les métastases hépatiques ce qu'on appelle la néoplasie utile. C'est-à-dire qu'on peut traiter. Et à ce moment-là, en premier lieu, ce qui va venir à l'esprit, c'est une femme rechercher un néo du sein par la palpation, qui est rapide, rechercher les aires ganglionnaires. Déjà, elle va nous orienter vers certaines étiologies et bien sûr, rechercher les cancers digestifs et à ce moment-là, les cancers colorectaux. Pourquoi? Parce qu'on peut faire quelque chose. Et bien sûr, rechercher tous les autres cancers qui peuvent être trouvés rapidement, comme par exemple chez l'homme, palper les testicules, les aires ganglionnaires, un téléthorax, qui est très facile à faire pour voir est-ce qu'il y a un cancer du poumon, certaines lésions cutanées, mais devant toute métastase hépatique, rechercher ce qu'on appelle les néo-utiles. Chez la femme, c'est le sein, utérus, ovaire. Chez l'homme, prostate, cancer colorectaux, thyroïde, qui est très facile, mais c'est surtout les cancers digestifs chez l'homme qu'il va falloir rechercher par une fibroscopie, une coloscopie, un ontéposcan, et à ce moment-là, on peut faire le diagnostic. Oui, Karima, je ne sais pas. Est-ce que je commence par biopsie hépatique d'un nodule et l'anapathe va m'orienter vers la nature histologique et l'immunohistochimie va m'orienter vers le primitif? Comme ça, je vais faire un examen directement qui va retrouver le cancer. Ou est-ce que je dois rechercher d'abord dans tous les sens, exploration endoscopique, etc. Et puis si je ne retrouve rien, je vais faire la biopsie hépatique. Le problème, si on est devant une tumeur bien différenciée, c'est sûr qu'elle va t'orienter vers le néoprimitif. Mais ce n'est pas tous les jours le cas. Maintenant, c'est plus facile de faire un examen clinique. D'abord les aires ganglionnaires, palper la thyroïde, les seins chez la femme, voir s'il y a. C'est plus facile de faire une fibroscopie, une coloscopie. À ce moment-là, on a pratiquement un toucher rectal. Mais bien sûr, si on n'a rien trouvé, on va y aller vers la biopsie hépatique. Mais d'abord rechercher par les examens complémentaires que j'ai cités. Parce qu'elle peut t'orienter vers le néoprémitif lorsqu'elle est bien différenciée. Ce n'est pas tous les jours le cas. Alors, question intéressante. Je reçois un malade, je l'examine, il y a une hépatomégalie. Alors, quel examen dois-je faire en premier? Est-ce que je fais d'abord une échographie ou je fais d'emblée une TDM? Un TDM thoraco-abdominopelvienne, parce que de toute façon, je vais arriver à ça. Oh, c'est plus facile de faire une échographie qui ne coûte absolument rien du tout, qui n'est pas invasive, et dans certaines situations, elle est suffisante. Actuellement, on a un peu blouette. Quand on a un syndrome infectieux, qu'on a un abcès du foie, pour l'échographie qui est faite en urgence, le malade il est drainé sur place. Vous voyez comment on peut gagner du temps. Et bien sûr, si l'échographie n'arrive pas à faire le diagnostic, c'est sûr qu'il va falloir aller vers la TDM. Mais je pense qu'il faut. Si on peut faire, ça dépend du contexte maintenant. Si j'ai une hépatomégalie qui est dure. Il y a une TDM qui est accessible. Oui, je suis d'accord avec toi, mais dans certaines situations, je peux m'arrêter à l'échographie. Maintenant, si la palpation elle est dure et que je suspecte une néoplasie, c'est sûr que je vais aller vers la TDM. Hein. C'est en fonction. D'accord. Mais devant la conduite à tenir, vaut mieux commencer par une échographie et elle va vous déblayer le terrain et pour ne pas se perdre dans les examens complémentaires. D'accord. C'est sûr que la TDM elle est plus importante que l'échographie, mais il est plus facile de faire une échographie et moins coûteux. D'accord. Étiologie des hépatomégalie douloureuses. Oui.
Alors, devant une hépatomégalie douloureuse, surtout si elle est moins un syndrome infectieux, ça veut dire que c'est une atteinte infectieuse. Mais sachez que certaines néoplasies peuvent faire mal, hein. Donc, surtout rechercher les atteintes infectieuses. À ce moment-là, quand vous demandez les examens complémentaires, ils peuvent vous aider à redresser le diagnostic. D'accord. Donc, comment différencier une tumeur primitive des métastases hépatiques? Est-ce qu'on peut se contenter de l'échographie? Très bien. Alors, il y a certains symptômes échographiques qui peuvent vous dire que c'est une métastase. C'est quand on a des nodules ombiliqués. Mais sinon, les radiologues, ils ont une certaine sémiologie radiologique qui peuvent aider réellement à faire le diagnostic des métastases et surtout les différences quand tu as une échogénécité qui est plus centrée vers le centre que vers la périphérie. Mais Si on, c'est surtout si on plus une stratifie sémiologie radiologique. Hein. les explorations les plus performantes, du C'est-à-dire échographie, comment tu nous classes entre échographie, TDM, bien sûr en respectant les temps d'injection, et IRM hépatique? Comment tu les classes en termes de performance et en termes sur le plan pratique? Maintenant, c'est une suspecte, une 2, 3. néoplasie. C'est sûr que c'est la TDM avec injection. Hein. Maintenant, et ça dépend de l'étiologie. Maintenant, si on a une carcinome hépatotubulaire sur poids de sérose, c'est le scanner injecté et qui a pratiquement la même c'est pratiquement les mêmes résultats, que ce soit de la TDM ou l'IRM. Maintenant, pour certaines étiologies, peut-être plus spécifiques, parfois l'IRM, elle peut surclasser dans certaines atteintes néoplasiques la TDM. D'accord. Mais sinon, Donc l'IRM au moins égal à la TDM, injecté et peut faire plus pratiquement performante, la mais plus majorité cher, des atteintes. mais beaucoup plus cher et moins accessible que le Et scanner. voilà. D'accord. l'IRM plus cher et moins accessible. Hépatomégalie homogène isolée sans signe associé et qu'on ne retrouve pas d'hypertension portale. Comment s'orienter? Bon. Ça, ah là, ils insistent sur l'abréviation grand B.TSE. Je suppose que tu l'as mis cette abréviation, mais bon. Attends, je vais revenir sur le truc. Là, c'est 4 fois. Hein. On insiste, on insiste, on insiste. Hein. B.TSE. Quelle plaque? Ah, je ne sais pas. Ça doit être là. Ah, sur le bilan. Sur celle de l'algorithme. L'algorithme. 28. Algorithme. Ah, au niveau de l'algorithme. Dernière plaque, oui. Ah, là. Ah. Budd-Chiari, tuberculose. Attendez, Ça. c'est hépatique, syndrome de Budd-Chiari. Eh mais ils ne savent pas, hein, ils n'ont pas encore fait hypertension portale. Hein. Puis je l'ai dit tout à l'heure, dans les atteintes hépatiques, Ils ne savent pas ce que c'est qu'un Budd-Chiari. Hein. le syndrome de Budd-Chiari. Z. Hypertension portale. Et TSE, c'est tuberculose, c'est ça? Ouais. D'accord. D'accord. Le syndrome de Budd-Chiari, vous allez faire, je pense, lundi. Dimanche, ça sera hépatite aiguë chronique avec professeur de psy. Et peut-être on fera l'hypertension portale avant. Donc, c'est TSE, c'est... Ah, voilà, on a cassé l'énigme. Sérose, c'est sérologie. Là, c'est PBF, bilan en temps humain, sérologie. Très bien. Ah, très bien. Il faut faire attention, hein. Il faut faire attention que les Là, abonnés... TDM, IRM, PBF guidé. Là, les marqueurs sérologiques des atteintes cystiques comme l'amibiase, schistosomiase. L'amibiase, je ne sais pas, tu en as vu combien dans ta carrière? Tu es un peu plus ancien que moi. Tu en as vu combien d'amibiase? Attends, je vais mettre les trucs. Je n'entends pas très bien.
ton avis, combien d'amibiases hépatiques dans ta vie? Daoud. Ton avis, combien d'amibiases hépatiques dans ta vie d'hépatogastroentérologue? Eh ben, je vais te dire, une seule. Et je l'ai eu l'année passée à Beblouet. C'était du plus chocolat. Moi, j'en ai vu une en 97, lorsque j'étais très jeune résident, à Beblouet également. Voilà. Voilà. Bah, le deuxième, d'ailleurs, c'est Brown qui avait fait. D'ailleurs, il était autant, il m'a dit, je crois qu'il s'est joué. Il dit, non, non, c'est du chocolat, c'est une amie. Et c'est quoi la caractéristique, c'est à la ponction? C'est plus chocolat. Vous faites le diagnostic. Moi, à l'époque, plus chocolat, j'ai fait moi-même la ponction. Bah, c'est bien. Non, on appelle Oui, tu vois. ouais. Et c'est que ce malade, il avait fait une amibiase intestinale et il est revenu. Je sais il était hospitalisé à Qatar pour une amibiase intestinale. Le malade a quitté l'hôpital Qatar. 15 jours après, il est revenu avec des douleurs, syndrome infectieux, donc échographie faite en urgence scanner et on l'a ponctionné. Et bien, pour l'anecdote, seulement on finit sur ça, puisqu'il n'y a plus de questions. Pour l'amibiase, on a vu combien d'amébome? Je vais expliquer aux externes ce que c'est que l'amébome. L'amébome, je crois que j'en ai vu un avec Madame Bekri, quand elle était à l'HTA. Moi, j'en ai vu un toujours avec l'ouest. C'est quoi l'amébome? Moi, c'est à Nadia. L'amibiase, ça peut donner une prolifération qui mime une tumeur. Ouais. Et là, c'était un jeune patient. On croyait à une tumeur du haut rectangle. Moi, j'étais certain que c'était une tumeur. J'avais fait plein de biopsies. J'avais d'abord débuté le bilan de cancer. Et à l'anapathe, ami plus, pas de néoplasie. Bon, en attendant, on avait mis le malade sous traitement. Et bon, on n'était pas convaincus. Hein. Et au contrôle, il n'y avait plus rien. Donc, c'était la bonne nouvelle. Et donc, on finit sur une bonne nouvelle. Attends, moi c'était pas le haut rectum. Hein. C'était le sécom. C'était pratiquement au niveau du sécom. Sécom. Le sécom, c'est la localisation la plus fréquente. C'était vraiment comme ça un aspect pseudo-tumoral. Et après, justement, le diagnostic qui était fait en histologie. Donc, ils croyaient que c'était un lymphome. Mais finalement, mais bon.